Merci bien, Chérif Diop. Nous enchaînons la deuxième partie avec notre invité, professeur Mohamedou Sall, qui est le directeur de l'Institut de formation et de recherche en population, développement et santé de la reproduction de l'Université de Dakar. Bonsoir, professeur. Merci d'être Bonsoir, avec nous. Aram. Merci pour l'invitation. On va d'abord commencer par votre institut. Est-ce qu'on peut savoir le travail que vous faites sur le terrain? Alors, notre institut, c'est l'un des derniers nés de l'Université Cheikh Anta Diop. C'est l'Institut de formation et de recherche en population, développement et santé de la reproduction. Nous sommes un institut d'université qui a un cachet particulier au sein du dispositif académique de l'UCAD. D'abord, par la formation, nous formons à partir du master. Donc, on n'a pas en fait un premier cycle. Les étudiants qui nous arrivent, ils ont au moins la licence. Donc, ils viennent pour le master et pour certains qui veulent et qui en ont les compétences, vont aller vers le doctorat. C'est l'une des particularités de cet institut. L'autre particularité, c'est que nous développons ce qu'on appelle une approche interdisciplinaire des questions de population et santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est justement la question du Covid-19, mais il y a la question du VIH, il y a la question de la santé maternelle, la question de la santé infantile, la question de la mortalité infantile, la question de la santé des ados. Alors, ces questions de population et santé, nous les approchons dans une perspective interdisciplinaire. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas juste une juxtaposition d'enseignants en médecine, d'enseignants en économie, en démographie, en statistique, en socio-anthropologie, qui viennent juxtaposer le savoir, mais nous travaillons ensemble dans une réflexion cohérente pour adresser ces questions et apporter des solutions. Et quel est l'apport que l'Institut pourrait aujourd'hui avoir sur la question la du gestion Covid-19 du Covid? Eh bien, en fait, je vais y arriver plus tard, mais avant d'arriver là, je voudrais parler de la question des épidémies de façon générale. Mais avant qu'on en vienne là, il est bien de savoir déjà ce que vous pensez de cette maladie. Alors, ce que je pense de cette maladie, c'est que la meilleure façon, en fait, de l'adresser, c'est de s'inscrire dans une approche interdisciplinaire. Je vais donner un petit exemple. Au bout de la chaîne, il y a toute l'équipe médicale qui, par exemple, au niveau du service des maladies infectieuses, va s'occuper des gens qui sont infectés ou dont on présume que ces personnes vont être, ou en tout cas vont être infectées, et qu'on pourrait prendre en charge. Mais ce nombre de personnes, en fait, si on modélise ça, on peut parler par exemple d'un taux brut de reproduction, on parle de R0, c'est le nombre de personnes, n'est-ce pas, qui vont être contaminées. Mais ce nombre de personnes qui vont être contaminées, ce nombre va être dépendant, va relever de plusieurs facteurs qui sont à la fois des facteurs politiques. On a vu le président de la République prendre une loi d'ordonnance, on a vu recourir à des pouvoirs qu'on appelle des crises, n'est-ce pas, l'état d'urgence. D'ailleurs, si ça prenait une autre allure, on pourrait même aller vers l'état de siège. Oui. On n'en est pas là, mais c'est des facteurs socio-sanitaires, c'est des facteurs économiques, c'est un ensemble de facteurs qui, pensés de façon cohérente, permettent d'avoir des actions cohérentes pour adresser la maladie. Mais je vais arriver de façon très précise. Alors, historiquement, ce n'est pas la première fois que le Sénégal vit un état d'urgence. Même si pour les autres cas, c'était lié à des conflits qui n'ont rien à voir avec la gestion d'une pandémie. Oui. Mais pour ce cas de figure, des épidémies ont eu à secouer le monde. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on se mette dans une posture où on est souvent vulnérable? Bonne question, Aram. En fait, l'histoire de l'humanité, c'est aussi une histoire de pandémie. Pour beaucoup, c'est comme si le Covid-19, en fait, était une nouveauté. En fait, comme je l'ai dit, l'histoire de l'humanité, c'est une histoire des pandémies. C'est une histoire des pandémies, c'est une histoire aussi des réponses des sociétés face à ces pandémies. La première pandémie qui a été datée dans le temps, il y en a eu des précédentes, mais la première qui a été documentée, mais c'est celle de la peste en fait bubonique qui a été documentée à partir du début du 7e siècle, n'est-ce pas? Alors, mais de façon générale, les pandémies ont été toujours
ont toujours cohabité avec l'humanité. Et beaucoup de pandémies ont essaimé au niveau du bassin méditerranéen, n'est-ce pas? Et même, comme je l'ai dit, l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de pandémie, c'est une histoire aussi des réponses des sociétés aux pandémies. Aujourd'hui, on parle de quarantaine. Oui. Mais au début du XVe siècle, lorsque la peste a frappé en fait le monde, les premières quarantaines ont été observées lorsque des bateaux qui venaient à Venise, donc au niveau en Italie actuelle, ne pouvaient pas entrer, étaient mis en quarantaine pendant 40 jours dans le port de Venise et les gens ne pouvaient pas débarquer. Alors, il y a eu donc, dans l'histoire de l'humanité, en fait, des pandémies qui ont été toujours là. Alors, si on regarde aussi, et c'est extrêmement important, aujourd'hui, quand on pense le développement, on le pense à l'aune de ce qu'on appelle les processus transitionnels. Ces processus transitionnels, c'est la transition du développement, c'est la transition démographique et la transition épidémiologique. Si on s'intéresse à la transition démographique, on voit les sociétés dans leur marche vers la modernité, comment la mortalité et la fécondité vont jouer pour avoir une influence sur l'augmentation de la population humaine. Et justement, si on regarde cette transition démographique, on voit qu'à ses débuts, dans ce qu'on appelle la phase pré-transitionnelle, le taux d'accroissement de la population mondiale était très faible. D'accord. Et ce qui a ajusté cet accroissement de la population mondiale, c'est tout simplement en fait les maladies et les pandémies. Ce qui veut dire que ce sont les maladies qui régulent la société. Les maladies et les guerres, les crises ont toujours régulé la population humaine. Et j'en viens au paradigme transitionnel, celui de la transition épidémiologique qui nous interpelle directement. Les sociétés, dans leur marche vers la modernité, et il a été démontré que ces sociétés, ces nations passent toujours par 3 âges. Ce qu'on appelle l'âge de la pestilence et de la famine. Dans pestilence, il y a le mot peste. J'ai parlé tout à l'heure de la peste bubonique, il y a eu la peste du Justinien, il y a eu la peste noire, des pestes qui ont parfois emporté le quart de la population mondiale. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu l'évolution de la population mondiale, la courbe de la croissance de la population mondiale n'a pas été une courbe qui a augmenté de façon Donc, très rapide. Aujourd'hui, on ne devrait pas s'alarmer quand on a une pandémie de ce genre qui secoue. Non, attention, je ne dis pas qu'on ne devrait pas s'alarmer, mais je dis tout simplement que l'histoire de l'humanité, c'est aussi une histoire de pandémies et de la lutte contre les pandémies. D'accord? Et je reviens à cette théorie de la transition épidémiologique qui dit que l'humanité, toutes les sociétés, toutes les nations, tous les pays passent par 3 âges. L'âge de la pestilence et de la famine. Dans pestilence, il y a peste. Il y a ensuite, c'est un âge où l'espérance de vie ne dépassait pas 30 ans. Et ensuite, les sociétés avancent, elles arrivent à un second âge qui est l'âge du recul des pandémies. C'est-à-dire là où les maladies commencent à reculer. C'est le triomphe de la médecine. C'est l'antibiothérapie qui progresse. On découvre de nouveaux protocoles pour prendre en charge les maladies. On fait de la vaccination. Alors, les maladies reculent. Et arrive une 3e phase, là où se trouvent aujourd'hui justement les pays développés, qui est la phase en fait du recul, en fait la phase des maladies chroniques dégénératives et métaboliques. C'est le propre des pays développés. Alors, cette transition épidémiologique, elle articule 2 transitions en fait. Une première transition qu'on appelle une transition de la mortalité, dans laquelle le niveau de mortalité passe des âges les plus bas aux âges les plus avancés. C'est-à-dire que quand un pays il avance dans la transition épidémiologique, la mortalité quitte les âges bas. Il y a moins de mortalité infantile et de mortalité infanto-juvénile. Par contre, la mortalité va se déporter au niveau des âges les plus avancés. Quelle est la réponse aujourd'hui à appliquer ou à mettre en place pour pouvoir au moins venir à bout de cette maladie, si on parle du coronavirus? Alors, comme je l'ai dit, ce que je préconise, ce que l'Institut préconise, c'est l'approche interdisciplinaire des questions de population. Je donne un exemple. Ce que
toutes les actions étatiques, ce qu'elles cherchent à minimiser, ce qu'elles cherchent à régler, c'est le nombre de personnes infectées. Quand une action politique et programmatique veut être efficiente, veut aboutir à des résultats, il faut d'abord réfléchir, il faut conceptualiser cela. Ce nombre de personnes qui sont infectées, qu'on veut réduire, dans la modélisation, dans le modèle causal, c'est tout simplement ce qu'on va appeler R0. C'est de la modélisation de population et rien d'autre. Sauf qu'ici, il s'agit de populations particulières, il s'agit de populations qui vont être infectées. Ce R0 va dépendre du risque de transmission, va dépendre du nombre de contacts et va dépendre de la période de contagion. Mais ça, c'est d'un point de vue purement mathématique. Mais il y a un ensemble de facteurs qui vont s'agencer pour avoir une incidence sur le nombre de personnes infectées. C'est des facteurs institutionnels et politiques. Oui. Au Sénégal, on a vu le président de la République convoquer des conseils interministériels ou des conseils présidentiels. On a vu le président, la Constitution lui reconnaît le pouvoir de décréter l'état d'urgence. Il l'a fait. Il y a eu une loi d'habilitation. Tout ça, c'est des dispositifs institutionnels pour lutter contre la maladie, pour faire de telle façon que la maladie soit contenue. D'accord. On a vu dans d'autres pays des arrangements beaucoup plus importants. Je prends le cas de la France. Ça a dépassé le cadre national. La France a pris certains de ses patients, les a envoyés en Allemagne. D'accord ? Ça, c'est des facteurs institutionnels et politiques. Il y a des facteurs démographiques. On dit qu'une personne, en moyenne, infecte 2 personnes en Europe, 2 à 3 personnes. La personne qui est revenue de Touba a infecté plus d'une dizaine de personnes. Parce que tout simplement, les réalités socio-démographiques de l'Europe sont différentes d'ici. La taille moyenne d'un ménage en Europe est différente de la taille moyenne d'un ménage au Sénégal. Ce qui veut dire qu'on ne devrait pas appliquer le même modèle qui est... Non, je ne dis pas qu'on ne doit pas appliquer les mêmes modèles, mais on doit réfléchir à nos spécificités. Ici, je dis... Est-ce que dans l'urgence, on a la possibilité de pouvoir mettre en place une stratégie structurée? Non. Exactement. Il faut réfléchir de façon cohérente à tout cela. J'en veux pour preuve, c'est que il y a eu des décisions qui ont été prises. Aujourd'hui, on prend cette décision, on ferme les aéroports. Demain, on interdit la circulation interurbaine. Après-demain, on ferme les marchés. Après-demain, on ne prie pas la prière du vendredi. Toutes ces actions devraient être réfléchies et considérées en même temps. Et c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Et ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le sentiment que vous avez? J'ai le sentiment qu'on a plutôt fait de la pluridisciplinarité que de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on a mis ensemble... Il y a eu des choses qui ont été faites de façon très positive, mais je dis on pouvait les améliorer. Les améliorer, c'est, moi, comme je l'explique, je veux minimiser le nombre de cas de personnes infectées, mais j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui fait que le nombre de personnes infectées va être grand. Et pour cela, mais j'ai besoin de prendre en compte les réalités, comme je dis, socio-démographiques. En Europe, R0, ça varie entre 2 et 3. Ici, ça va dépasser 10. Parce que tout simplement, la taille moyenne d'un ménage au Sénégal, c'est 9. Mais au Sénégal, c'est assez rare de trouver un ménage qui vit dans une concession. Dans une seule concession. Dans une concession, vous allez trouver un ménage, vous allez trouver mon ménage, celui de mon grand frère, celui de mon oncle. C'est plusieurs ménages. Donc, la probabilité pour qu'une personne qui est infectée, même qui est asymptomatique, mais qui peut transmettre la maladie, puisse la transmettre, va dépendre de ses réalités. Est-ce que ces réflexions-là, vous les avez, fait parvenir au ministère de la Santé pour que tout cela puisse être associé au plan de contingence qui est en train d'être déroulé? Malheureusement, non, madame. Mais on ne l'a pas fait parvenir au ministère, mais je pense que c'était au ministère qui devait en fait regarder toute l'expertise que les gens ont.
J'ai parlé donc de cette approche interdisciplinaire, je n'ai pas terminé, madame. Donc je dis, ces facteurs sociodémographiques vont être importants, ces facteurs culturels vont être importants. Je pense que mes collègues socio-anthropologues participent à ce travail, ça va être extrêmement important. Parce que la question de la transmission, la question du risque de transmission qui va donc être un paramètre qui va intervenir dans le nombre de personnes infectées, cette variable que j'appelle R0, va dépendre donc de ces facteurs sociodémographiques, des facteurs socioculturels. Facteurs socioculturels, pourquoi? On a vu, par exemple, les aspects religieux. Pour les gens, le fait d'aller prier le vendredi, c'est quelque chose de sacré. Le fait, il y a la question des sociabilités, le fait que votre beau-père puisse vouloir vous serrer la main ou votre marabout, vous ne puissiez pas refuser, c'est des questions extrêmement importantes, des facteurs économiques. Et quelle est votre responsabilité, professeur, dans tout cela? Vous dites tout à l'heure que le ministère dû saisir toutes les personnes ressources pour qu'elles puissent apporter leur contribution, mais on est dans un contexte où toute aide ou toute idée est la bienvenue. Je ne pense pas que le ministère soit dans une posture où il ne serait pas ouvert à certaines propositions. Je ne dis pas que le ministère n'est pas ouvert. Votre responsabilité par rapport à ce que nous vivons, vous avez des idées, vous aimeriez que cela soit matérialisé. Qu'est-ce que vous faites pour que cela soit une réalité sur le terrain? Concrètement, non. En tout cas, on n'a pas fait un pas vis-à-vis du ministère. Par contre, on reste bien ouvert parce que ceux qui sont là en train de travailler, ce sont aussi nos collègues. Mais je pense qu'on a un rôle extrêmement important. Comme je dis, la particularité de l'IPDSR au sein de l'UCAD, c'est l'institution qui fait de l'interdisciplinarité. Je pense que, comme je l'ai dit, si on veut, et c'est pas seulement valable pour le domaine de la santé, c'est valable pour toutes les actions politiques et programmatiques dans toutes les politiques publiques. Si on veut quand même adresser et prendre en charge de façon cohérente un problème, il faut cette approche interdisciplinaire, c'est fondamental. Alors, autre chose, selon vous, qu'est-ce qu'on a appris après toutes ces années où le continent, où le monde a été secoué par différentes épidémies? Qu'est-ce que les sociétés ont appris de ces fléaux? Je pense qu'il y a quand même de la résilience. Et c'est-à-dire les sociétés... Bon, je donne un exemple. Je ne sais pas exactement ce que la Guinée est en train de faire parce qu'ils ont été confrontés à Ebola. Nous, notre système de santé a été confronté à Ebola de façon marginale. On a eu un cas qui a été extrêmement bien pris en charge, raison pour laquelle je pense qu'on a appris. Mais il y a eu, pour moi, j'ai l'impression que malgré la capitalisation de toutes ces expériences, on n'a pas été suffisamment préparé à ça. Parce que je vous donne l'exemple de ce qui se passe dans les pays européens. On n'aurait jamais pu imaginer qu'une épidémie vienne dans ces pays européens et que chaque jour, qu'on puisse comptabiliser des centaines de morts. On pensait leur système de santé, et je dis, quand je réfléchis à la théorie de la tension épidémiologique, on pensait que le système de santé, quand même, est assez préparé à ça. Mais, et ça aussi, c'est extrêmement important, je pense qu'il est important de réfléchir par rapport à la résilience de nos systèmes de santé, par rapport aux risques. Et c'est extrêmement important. Un grand penseur allemand, c'est Ulrich Beck, il dit que la modernité, un de ses marqueurs fondamentaux, c'est le risque. C'est-à-dire une société, quand elle avance vers la modernité, elle va être de plus en plus confrontée à des risques. Ici, en l'occurrence, c'est le risque sanitaire. Alors, il est important de repenser donc le fonctionnement de nos sociétés, le fonctionnement de notre système de santé à l'aune de ces risques qui vont venir. Ces risques, ils vont être de plus en plus présents. Madame, au cours des 10 dernières années ou des 2 dernières décennies, la plupart, 50% ou plus de 60% des maladies émergentes, dont le Covid-19, sont des zoonoses. C'est-à-dire des maladies qui ont franchi ce qu'on appelle la barrière d'espèce, qui sont parties du monde animal vers le monde. Aujourd'hui, notre rapport à l'environnement fait que ce risque, comme le dit Ulrich Beck, va être de plus en plus présent
dans nos sociétés. Et il faut qu'on se prépare à ça. Comment on va se préparer à ça? Je pense que le système de santé tel qu'il est aujourd'hui, il va tirer des leçons de ça. Oui. Une chose est sûre, c'est que quand je regarde qu'une partie des personnes qui vont être infectées, qui vont faire des complications, vont faire des détresses respiratoires, on regarde dans nos systèmes de santé, au niveau de nos structures de santé, les capacités, donc l'offre de santé qu'on a par rapport à ces cas graves, on se dit que c'est comme si on n'était pas, en tout cas, préparé à ça. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse et qu'on se dise, mais comment se mettre dans une position pour non seulement prendre en charge ça, mais à l'avenir anticiper sur ces risques. Comme le disait Giddens, anticiper sur les risques, c'est coloniser le futur. Oui, en quelques secondes. En quelques secondes, je donne juste l'exemple de notre faculté de médecine. Nos étudiants, les étudiants de la faculté de médecine, nos collègues de la faculté de médecine les forment selon un curriculum de formation bien déterminé. Mais il serait bien de réfléchir à comment faire de telle façon que le curriculum puisse intégrer, n'est-ce pas, ces risques qui vont venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Mouhamadou Sall, qui est le directeur de l'Institut de formation et de recherche en population, développement et santé de la reproduction de l'Université de Dakar. Merci à vous qui nous suivez. Merci et mention spéciale à l'équipe technique. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.